Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le ministre, cher Jean-Christophe, si je peux me permettre. Avant toute chose, je tiens, au nom de l'ensemble des professionnels du secteur grand âge présents aujourd'hui, à vous remercier pour votre participation à nos travaux. Monsieur le ministre, je sais que vous mesurez parfaitement le rôle que les acteurs privés jouent depuis 20 ans pour améliorer et moderniser l'accompagnement des personnes âgées. On a été là, vous le savez, pour répondre aux enjeux de restructuration du secteur. On a répondu présent pour médicaliser nos organisations et on a été des partenaires permanents de l'État et des collectivités locales pour diversifier notre offre de services sur tout le territoire. Vous connaissez aujourd'hui notre mobilisation pour relever le défi démographique auquel il faut que nous fassions face collectivement. On a la conviction que le secteur privé, dans toutes ses composantes, tous ses métiers, saura déployer les moyens nécessaires pour apporter les bonnes réponses aux populations les plus fragiles. Nous l'avons déjà prouvé et nous saurons encore le faire demain. Nous avons vécu, Monsieur le ministre, des années difficiles, marquées d'abord par une crise sanitaire inédite, puis par une crise de confiance d'ampleur. Et tout au long de cette période, je tiens à souligner l'importance des échanges directs et continus que nous avons pu avoir avec le gouvernement et tout particulièrement avec votre ministère. Vous le savez, même dans la tempête, et peut-être d'ailleurs encore plus, le secteur privé a toujours été dans un dialogue constructif et permanent avec l'État. Dès 2022, le SINERPA a demandé des contrôles inopinés et systématiques dans les EHPAD, fort de cette conviction que c'est notamment de la transparence que viendra la confiance. Nous attendons maintenant néanmoins que les résultats de ces contrôles soient rendus publics, parce que nous croyons fermement que la publicité de ce bilan permettra de montrer aux Français que nos prestations ne sont pas à l'image de ce que certains discours simplistes veulent laisser croire. Nous avons également, vous le savez, accompagné et soutenu la mise en place des nouveaux décrets, dont celui de la transparence financière, parfois, il est vrai, avec un certain pincement au cœur, un sentiment d'injustice, lorsque nous avions l'impression que tous les professionnels agissant à nos côtés subissaient une vindicte non méritée. On l'a néanmoins accepté, on s'est adapté, et au-delà de ces mesures réglementaires et législatives, nous nous sommes engagés dans une démarche inédite de transparence et de responsabilité afin d'améliorer l'accompagnement, parce que c'est notre principal souci, l'accompagnement des personnes âgées. Alors ce travail, il a abouti à la charte d'engagement des acteurs privés du grand âge que nous vous avons présentée lors de notre dernière Assemblée générale, et on vous en remercie encore, vous étiez là en avant-première. Cette charte est désormais en phase de test dans plusieurs établissements et services, avec l'objectif d'aller vers une labellisation des 3500 adhérents que nous représentons au 31 décembre 2025, au plus tard. En complément du référentiel HAS, à l'horizon du modèle de l'entreprise à mission qui se dessine pour notre secteur, c'est aujourd'hui une voie de reconstruction qui s'est engagée pour donner aux Français qualité et transparence sur nos activités. Cette année, nous avons abouti à un nouvel accord de branche relatif aux grilles de classification et de rémunération, et c'est une étape extrêmement importante pour l'attractivité de nos métiers et surtout la reconnaissance de nos salariés. En tant qu'acteurs privés, nous savons prendre nos responsabilités et nous avons su le démontrer à cette occasion. Nous espérons néanmoins que le PLFSS 2024 prendra en compte l'accompagnement de cette nouvelle convention collective. Vous le voyez, Monsieur le Ministre, les acteurs privés avancent pour répondre toujours mieux
aux attentes des Français, mais aussi nous avons besoin que l'État soit pleinement engagé à nos côtés. Vous le savez, les besoins en termes de recrutement sont immenses et vont aller croissant. Ça implique de travailler sur la formation, sur l'accompagnement des carrières, l'attractivité, mais aussi l'évolution des métiers. Les différents chantiers que vous avez initiés doivent permettre d'avancer sur ces sujets. Et vous savez que de notre côté, nous serons, comme toujours, force de proposition à vos côtés dans les débats. Nos adhérents utilisent, on en a parlé ce matin avec certains d'entre nous, déjà pas mal de dispositifs existants pour faire face aux besoins de recrutement, mais certaines rigidités nous empêchent encore d'aller de l'avant. Je pense notamment à la création d'une filière d'accompagnement des personnes âgées, aux dispositifs de VAE qui sont parfois inadaptés et à certains métiers du soin qui demeurent inaccessibles pour une grande partie de nos salariés. Nous saluons, Monsieur le Ministre, la réflexion que vous avez engagée sur la refonte du modèle économique des EHPAD et nous sommes d'ailleurs persuadés que cette refonte permettra de lever certains freins et là aussi vous pouvez compter sur nous pour être à vos côtés dans cette démarche. Je pense aux résidences services seniors qui souffrent encore d'un défaut de reconnaissance alors même que ce mode d'accueil est aujourd'hui en plein essor. De nombreuses contraintes réglementaires freinent leur développement et là aussi nous comptons sur vous pour nous aider à les lever. Et bien sûr, nos acteurs du domicile, dont l'équilibre financier demeure encore très précaire et qui redoutent les conditions de mise en place des services autonomie. Et par ailleurs, même si tout n'est pas financier, permettez-moi de rappeler que nous avons besoin de moyens. Et sur ce point, dans un contexte généralisé de hausse des coûts, la nouvelle circulaire budgétaire n'a pas été, on vous l'a dit, à la hauteur de nos besoins. Alors même que nous avons salué un objectif général de dépenses ambitieux, nous avons constaté une déperdition de moyens qui se sont dilués dans des dispositifs qui, au fond, oublient le besoin récurrent de fonctionnement de nos établissements. Alors même que plus de 50% de nos personnels relèvent de la filière soins, nous ne serons pas financés suffisamment pour accroître les effectifs en 2023. Enfin, Monsieur le Ministre, nous comptons sur vous pour défendre ce qui fait la force de notre modèle d'accompagnement, à savoir la complémentarité entre le public et le privé. Cette complémentarité doit s'accompagner de ce qui nous tient également à cœur, l'égalité de traitement entre tous les statuts. Ces derniers mois, on a eu collectivement souvent l'impression que l'ensemble du secteur privé devait payer pour les dysfonctionnements réels ou allégués de quelques-uns. Et franchement, Monsieur le Ministre, ça a été vécu comme une profonde injustice. D'ailleurs, vous êtes bien placé pour savoir ce qui caractérise le monde politique d'aujourd'hui n'est pas toujours le calme et la rationalité. Dans ce contexte, nous avons besoin de vous pour nous défendre. Si les postures de quelques-uns amènent à casser un modèle qui fonctionne, eh bien vous savez que ce seront tous les Français qui seront perdants. Monsieur le Ministre, en conclusion, je voudrais encore une fois vous remercier à nouveau pour votre présence. Excusez-moi. Vous avez pu échanger ce matin avec un certain nombre d'entre nous. Vous l'avez vu, les acteurs privés du grand âge vont de l'avant, ils sont à l'écoute, ils innovent en permanence. Et vous savez, je vous le redis à chaque fois, vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, cher Jean-Christophe. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le directeur territorial de l'ARS, Mesdames et Messieurs.
Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour ouvrir cette matinée de clôture, c'est pas commun. J'ai le plaisir de retrouver un certain nombre d'entre vous 6 mois après le grand zapping du CINERPA. 6 mois, c'est le temps qu'a duré le Conseil national de la refondation dédié au bien vieillir. Et je suis là ce matin pour faire un point avec vous sur les réformes pour le grand âge que nous conduisons. Ces réformes, elles s'inscrivent dans la continuité de la création en 2020 de la 5e branche de la sécurité sociale. C'était une attente forte, souvent repoussée, et c'est au président de la République que nous la devons. Cette réforme du grand âge, nous la construisons en plusieurs briques. La première, elle est législative. Les mesures qui relèvent de la loi doivent être inscrites dans la loi. Nous avons commencé à examiner mi-avril, vous le savez, la proposition de loi « Bâtir la société du bien vieillir » portée par la majorité et qui comporte des mesures très concrètes pour améliorer la vie des personnes, de leurs familles et des professionnels qui les accompagnent. Je pense notamment à la généralisation du programme ICOP qui va nous permettre d'être beaucoup plus actifs dans le repérage des fragilités et donc d'être beaucoup plus efficaces dans la prévention de la perte d'autonomie. Nous avons également adopté la création d'un service public territorial de l'autonomie. Cette proposition phare du rapport Libault va nous permettre de mettre fin au parcours du combattant pour les personnes âgées et leurs aidants. Autre exemple de mesures concrètes, la création d'une carte professionnelle tant attendue par les aides à domicile et bien d'autres. On est en train de programmer la fin de l'examen de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, malgré un agenda parlementaire que vous savez chargé. Mais les choses avancent et j'ai bon espoir que nous puissions la terminer avant la coupure de l'été. La deuxième brique, ce sont les mesures de financement. Des mesures qui seront inscrites dans les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Et puisque je parle de moyens, je rappelle que ce gouvernement, c'est celui qui aura consacré le plus de moyens à la question de l'autonomie, puisque son budget, il augmentera de 10 milliards d'euros entre 2021 et 2026. En 5 ans, c'est du jamais vu. Et enfin, la dernière brique, ce sont des mesures qui ne relèvent pas de la loi, et je les présenterai à la fin du mois de juin, dans une feuille de route dédiée au grand âge. Cette feuille de route sera interministérielle et pluriannuelle, et comme je vous l'ai dit, je vous la présenterai fin juin. Elle est attendue, et elle sera la manifestation de notre ambition pour l'adaptation de la société au vieillissement. Je porte en effet l'idée qu'on doit sortir de cette question du vieillissement avec la seule approche médico-sociale et embarquer l'ensemble des pans de la vie de la cité. Je pense évidemment au logement, au transport, au sport, à l'urbanisme, mais aussi à la citoyenneté et au lien social. Malgré cette vision sociétale, la question de l'offre reste néanmoins centrale, l'offre médico-sociale. Cette volonté d'avoir une vision sociétale du vieillissement ne m'empêche pas de continuer à avancer sur ces questions et pour accompagner les personnes en perte d'autonomie. La majorité des Français veulent vieillir et vivre à domicile. On leur en donne les moyens dans le cadre du virage domiciliaire à l'œuvre. Plusieurs réformes extrêmement structurantes, vous avez fait référence à quelques-unes d'entre elles, vont entrer en vigueur dans les 2 prochaines années. Je sais que ça sera 2 années particulièrement chargées. L'année 2022 nous a permis de mettre en œuvre le tarif plancher, la dotation complémentaire et le financement de revalorisation salariale pour la branche de l'aide à domicile. Les prochaines années nous permettront de mener à bien la réforme tarifaire des SIAD, tout simplement en augmentant leurs moyens et en prenant mieux en compte les personnes avec des charges en soins complexes. C'est aussi la création de 25 000 places supplémentaires d'ici à 2027 pour répondre aux besoins démographiques. Et c'est enfin la réforme des services autonomie, véritable révolution pour les usagers qui n'auront plus qu'un seul interlocuteur, quels que soient leurs besoins, en aide ou en soins. Cette réforme, c'est aussi une avancée majeure pour les professionnels et pour l'attractivité des métiers, puisque ça va permettre un exercice moins solitaire, plus d'interventions conjointes et des perspectives de carrière enrichies. Alors, vous y avez, parce que vous m'y invitez, je rappelle que cette réforme, elle se veut souple, elle se veut agile. On a d'ailleurs travaillé ensemble à l'adaptation du cahier des charges. Je prendrai un décret à la fin du mois pour pouvoir organiser
ce déploiement. On va laisser du temps. Encore une fois, je serai très vigilant à ce qu'on y mette le plus de souplesse possible pour ne pas mettre en difficulté les opérateurs sur le territoire et s'assurer qu'on répond bien aux attendus de cette réforme pour les personnes sur le terrain. J'ai demandé dans ce sens à la Direction générale de la cohésion sociale, à la CNSA et à l'ANAP de renforcer encore davantage leur mobilisation à vos côtés pour vous accompagner. Et un plan d'accompagnement robuste sera finalisé d'ici l'été pour assurer les financements, la formation et l'outillage nécessaires pour permettre aux acteurs de décliner ces réformes en fonction des spécificités de leur territoire. Mais ce soutien du choix de vieillir à domicile, il ne saurait se faire sans les EHPAD. Le modèle des EHPAD, dont la crise a révélé les fragilités, doit impérativement évoluer vers davantage de médicalisation, davantage d'ouverture sur l'extérieur et davantage d'humanisation. La confiance, elle se rétablit peu à peu, car nous avons fait, ensemble, ce qu'il fallait à la suite de l'affaire Orpea. J'ai eu à cœur de trouver le bon équilibre pour que nos concitoyens comprennent la fermeté de notre réaction sans que l'ensemble des professionnels et des opérateurs ne se sentent mis en cause. Nous en tirons collectivement toutes les leçons, sans excès, mais sans trembler. En matière de médicalisation, nous devons répondre aux besoins des personnes au profil ayant des besoins de soins particulièrement importants et qui seront de plus en plus nombreux à être accompagnés en EHPAD. Nous renforçons donc le taux d'encadrement en soignant et nous faisons évoluer le rôle du médecin coordonnateur en élargissant ses missions au suivi médical quotidien des résidents. Nous finançons également l'installation de pôles d'activité et de soins adaptés dans chaque EHPAD. En ce qui concerne la question du modèle économique des EHPAD, là encore, toutes les questions doivent être mises sur la table. Il n'y a pas de tabou. Ce sera donc le rôle du groupe de travail que j'ai installé le 15 mai dernier et qui regardera notamment la situation financière des places habilitées à l'aide sociale, la fusion des sections soins et dépendance, la généralisation du tarif global, les groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux ou encore l'évolution de l'offre en EHPAD. Et je ne suis pas exhaustif, je vous ai dit, aucune question ne sera taboue. Ces travaux permettront aussi de préparer les arbitrages du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, parce que c'est important qu'on avance rapidement. J'ai bien conscience de la situation dans laquelle sont aujourd'hui nos établissements. Il faut qu'on y apporte des réponses rapides. Il prépare également la voie à la traduction des préconisations du rapport de la députée Pires Beaune sur le reste à charge en EHPAD. Il faut qu'on arrive à assurer une offre qui soit accessible pour nos concitoyens et peut-être regarder de façon plus concrète la réelle capacité contributive des familles, des résidents dans notre pays. Nous devons enfin avancer encore plus rapidement sur la question des recrutements et donc du taux d'encadrement. On a inscrit dans la loi la trajectoire des 50 000 postes de soignants supplémentaires d'ici à 2027. On travaille également au déploiement d'un plan métier en lien avec le ministère du Travail pour développer les formations, la validation des acquis de l'expérience et faciliter les recrutements urgents. On accélérera également sur la question des faisans fonction d'aides-soignants. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, en lien avec les employeurs de l'ensemble des secteurs du grand âge, lancer un plan de résorption des faisans fonction qui reposera à la fois sur un programme massif de qualification des personnes en poste et sur une réflexion relative aux actes associés aux fonctions dans les métiers de l'autonomie. Ces travaux pourront, le cas échéant, conduire à des modifications réglementaires pour venir mieux définir les missions confiées aux professionnels. Et je confirme que les discussions que nous avons eues ce matin avant cette intervention m'éclairent aussi sur votre capacité à innover. Je serai très attentif à ce que ces innovations, celles qui marchent, puissent être développées, soutenues et promues dans ce cadre-là. Et conformément aux engagements que j'ai pris dès les premiers jours de ma prise de fonction, je souhaite soutenir également le développement de toutes les offres d'habitat intermédiaire auxquelles je crois profondément. L'adaptation aux besoins des territoires, c'est ce qui permet de proposer de plus en plus de résidences autonomie, de résidences services seniors, d'accueil familial, de béguinage, de colocation intergénérationnelle ou encore les MARPA en milieu rural. Et je sais pouvoir compter sur vous pour assurer le développement de cette offre qui est attendue par nos concitoyens. Ici aussi, tous les acteurs ont leur place, je le disais, dans cette offre d'habitat intermédiaire
et notamment dans les résidences services seniors qui sont également représentées ici aujourd'hui. Mais il faut aussi répondre aux besoins de développer des résidences qui soient accessibles financièrement pour les classes moyennes. Là aussi, nous devons innover et je salue les nombreuses initiatives qui émanent du secteur pour proposer des résidences sociales ou des résidences de milieu de gamme. Avant de conclure, je souhaite vous dire quelques mots sur les fameuses mesures de moralisation, dites de moralisation, que nous avons proposées dans la proposition de loi sur le bien vieillir et qui ont pu légitimement interroger certains d'entre vous. J'en profite également pour remercier celles et ceux parmi vous qui les ont soutenus et même inspirés. Je veux notamment saluer les efforts et les initiatives du CINERPA pour renforcer la moralisation du secteur et restaurer la confiance. J'avais accueilli, et vous l'avez dit très positivement, la charte d'engagement des acteurs privés du grand âge que vous m'aviez présentée en décembre dernier. Et je veux vous redire ici tout mon soutien au secteur privé commercial, car je pense que nous avons besoin de tout le monde, dès lors que l'humain, le soin et le lien sont nos premières préoccupations. Vous êtes des acteurs du plein emploi, et donc dont nous avons fait notre priorité, et donc je compte sur vous. Et j'ai la conviction que votre attractivité dépend aussi de notre capacité à avancer sur cette question de la moralisation. Les mesures que nous proposons, elles sont équilibrées et elles permettront, je l'espère, de clore définitivement la crise de confiance qu'on a dû affronter ensemble en envoyant un signal clair de confiance. Nous devons apporter aux Français la preuve que nous avons pris la mesure de leur défiance et que nos réponses sont à la hauteur. La fracture est profonde et personne ne la résoudra seul. Mais je le dis clairement, il n'est pas question de faire de la démagogie et de déstabiliser les groupes d'EHPAD privés commerciaux qui font bien leur travail. Je sais, et je dis tout ce que vous faites déjà pour la qualité de l'hébergement des résidents. On en a beaucoup discuté ensemble. C'est le sens de votre action quotidienne, mais c'est aussi des engagements que vous avez pris dans la charte. Vous ne m'avez pas attendu pour prendre ces engagements sociaux et environnementaux, et la loi ne fait finalement que généraliser des bonnes pratiques issues du terrain. Ces mesures, elles sont aussi un message pour les investisseurs. Notre volonté, c'est de construire un secteur avec plus de garanties éthiques dans lequel investir durablement en toute confiance. L'ambition, c'est de rétablir la confiance pour avoir un secteur privé commercial durablement ancré dans le paysage. C'est un message utile pour celles et ceux qui font le choix d'investir dans votre développement. Ce message, nous l'envoyons aux résidents et à leurs familles, mais aussi à vos équipes qui sont en première ligne pour rétablir cette confiance dont nous avons besoin pour travailler sereinement. L'idée est simple, la rentabilité financière doit d'abord être au service du développement humain. Concrètement, nous proposons une mesure de réinvestissement des bénéfices dans des mesures sociales et environnementales au profit des résidents et des salariés. Le fonds créé serait une mise en réserve interne à l'entreprise, pas un fonds de péréquation. Le taux de 10%, c'est un maximum. Le taux réel sera fixé dans cette limite par décret, tout comme les actions financées, le type d'action financée. Enfin, ce décret sera co-construit avec le secteur. Je m'y suis engagé à l'occasion de notre dernière réunion et on pourra notamment préciser à quel niveau on apprécie l'obligation lors d'une concertation que je souhaite approfondie. Concernant la mesure visant à transformer les EHPAD privés commerciaux en entreprises à mission, je sais qu'elle inquiète certains d'entre vous. On pourra travailler à des ajustements de la mesure s'il est démontré qu'elle ne serait pas pertinente, notamment pour les EHPAD indépendants ou les plus petits groupes d'entre vous. Par exemple, on pourra travailler à une entrée en vigueur différée ou à un seuil à partir duquel les entreprises sont soumises à cette obligation. Vous le voyez, pas de dogmatisme de ma part, ni de démagogie, mais la volonté très simple d'avancer avec vous, avec clarté. Mesdames et messieurs, chers amis, ces mesures de transformation de l'offre, de moralisation du secteur et de réforme sociétale du grand âge, nous les portons avec vous et pour vous. Ma méthode, c'est le pragmatisme. Je ne fais pas de politique politicienne et nous verrons collectivement que la somme de ces mesures que nous aurons prises, elle sera bien supérieure à cette fameuse loi grand âge dont on me parle depuis des années et qu'aucun gouvernement n'a mis en place avant.
Cette question du financement, elle n'est pas taboue non plus. Et là encore, le gouvernement fait ce que personne n'avait osé faire. Alors je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la présentation de cette grande feuille de route interministérielle et pluriannuelle au service de la réforme tant attendue du secteur du grand âge et pour adapter notre société au vieillissement. Je vous remercie sincèrement de m'avoir invité et je vous souhaite une très bonne matinée de clôture.